qu'à ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Voilà, appeler au complot, c'est dans le fond toujours la même chanson. Eh oui. Oui. On a déjà vu quelques-unes des chansons comme ça, Roselyne. Donc c'est la bonne stratégie, la bonne défense ? Je ne sais pas, parce qu'en plus, je le trouve sur cette image, c'est intéressant, ça date d'hier soir, il était à une réunion avec des chefs d'entreprise, je le trouve un peu abattu, voire un peu résigné, pas très, j'allais dire, l'énergie du combattant. Là, vous voyez, il y a un peu les épaules, la voix pas très énergique, et on a l'impression que le deuxième coup de fusil, comme vous disiez dans votre commentaire, a l'air d'avoir fait très mal hier soir. Alors en même temps, ce deuxième coup de fusil, pour nos téléspectateurs, finalement, le Canard enchaîné a refait l'addition. François Fillon, avec sa défense approximative, s'est trompé dans les dates d'embauche de sa femme, tout ça fait désordre, et puis on apprend le montant exact de rémunération des 2 enfants, 84 000 €, tout ça fait encore plus désordre, surtout pour à la fois celui qui était le candidat de la probité, de l'honneur, et celui qui appelait les Français à se serrer la ceinture. Ça percute complètement, j'allais dire, le cœur de la campagne filloniste. Et maintenant, on se demande comment, non pas il peut se remettre de ça, mais peut-il encore être le candidat ? Oui, alors c'est toute la question. Est-ce que, personne n'a ouvert le feu, n'a tiré sur le pianiste encore. Est-ce que, est-ce que à droite, ça commence à s'organiser ? On commence effectivement à penser à un nouveau plan, mais rien n'est prévu dans les statuts pour remplacer ou refaire une primaire. Évidemment, ce cas de figure n'avait jamais été prévu. Pour l'instant, personne ne sort ouvertement pour tirer un 3e coup de fusil, pour reprendre encore votre expression, sur le candidat. Du moins, personne dans son camp. On voit que les Républicains restent extrêmement prudents, mais ce qu'on constate, c'est qu'on ne se bouscule pas au portillon quand même pour venir le défendre. Objectivement, il suffit de regarder les matinales des derniers jours, c'est très compliqué. C'est un signe, ça veut dire qu'on ne va pas monter forcément au feu pour un combat qui risque d'être perdu d'avance. Et puis, deuxième élément, il y a quand même, je crois, un gros coup sur la nuque en termes de mental, de morale, dans les rangs des Républicains. D'abord sur l'affaire elle-même et les faits que nous venons d'évoquer, mais aussi sur ce que ça a révélé, qui est presque déconnecté de l'affaire, c'est-à-dire la réaction dans les premiers jours, où on a vu que ça avait été complètement désorganisé, avec des versions différentes, etc. Ce qui montre là plus un problème de structuration de l'équipe pour la campagne, qui aurait presque pu se poser sur un autre problème. Mais tout ça révèle aussi, au-delà de l'affaire elle-même, des faiblesses structurelles de ce lancement de campagne. Oui, mais sur le plan B, vous disiez, Roselyne, quand même, c'est vrai qu'il n'en parle, personne viendra sur les plateaux pour l'instant pour évoquer une éventuelle empêchement de François Fillon et de remplacement au pied levé du candidat qui a quand même été désigné par une primaire, 4,4 millions de votants. Et ça, c'est vraiment le gros problème de la droite aujourd'hui, parce qu'elle n'avait prévu dans les statuts, il n'y a rien de prévu pour remplacer un éventuel candidat, ce qui au passage est quand même assez imprudent de la part d'un parti, parce qu'il pouvait aussi y avoir le cas de figure d'une maladie, de quelque chose. Donc ce n'est pas prévu. Comment on peut faire ? Alors à droite, pour le coup, ils commencent déjà à réfléchir à une éventuelle méthode qui puisse faire consensus entre eux. Il y a la possibilité d'un vote du Conseil national des Républicains, convoqué par un bureau politique. Le Conseil national, c'est le parlement du parti, 2000 membres. Il y a ensuite la possibilité d'organiser une primaire fermée uniquement avec les militants à jour de cotisation. Très compliqué. Mais il faut réimprimer des bulletins, il faut du temps. Des bureaux de vote, ça peut se faire quand même, on va dire, en 15 jours peut-être. Très compliqué. Et puis après, il y a, dans le plan B, il y a qui éventuellement comme candidat à la reprise de l'entreprise Fillon qui n'aurait plus son patron. On dit Barouin, mais il n'est pas... Alors il y a plusieurs noms qui sont évoqués. Effectivement, dans le plan B, il y a B comme Barouin, B comme Bertrand. Bertrand parce que... et B comme Wauquiez, il est resté un peu à l'écart. Bertrand est resté un peu à l'écart. Il n'a pas pris position pour un ou un autre candidat. Il a
battu Marine Le Pen au régional. Barouin, parce que c'est un peu le candidat compatible, candidat des sarkozystes. François Fillon lui a demandé d'aller aux 20h dimanche soir pour le défendre. Il l'a fait, il est compatible. Voilà. Et puis, il y a aussi, alors évidemment, on pouvait ajouter à la liste Laurent Wauquiez. Au passage, les 3 noms, Barouin 2017, Wauquiez 2017, Bertrand 2017, sont apparus comme par hasard, comme des marques déposées. J'aimerais comprendre le risque, parce qu'il y a effectivement l'enquête qui va être assez courte, on l'a vu. Donc il y a la justice et il y a les dégâts politiques. Ça, c'est une autre chose, on en a parlé. En ce qui concerne la justice, dans le fond, François Fillon, il risque quoi? Est-ce qu'il risque réellement une mise en examen? Tout est possible en termes judiciaires. Il y a 3 possibilités. Soit l'enquête préliminaire est clôturée, soit elle débouche sur une information judiciaire, ce qui est plus embêtant pour lui, parce que là, il risque la mise en examen. Il a dit qu'il démissionnerait s'il est mis en examen. Je rappelle par exemple que Jérôme Cahuzac avait démissionné dès l'ouverture de l'information judiciaire. Et puis, 3e option, la pire, c'est évidemment un renvoi en correctionnel tout de suite. Là, on ne peut pas juger évidemment de ce que vont découvrir les enquêteurs, les policiers et les magistrats, mais il faut savoir que c'est extrêmement compliqué dans ce type de dossier de prouver que l'assistant parlementaire, en l'occurrence l'assistante parlementaire dans ce cas précis, n'a pas travaillé. Donc ça va être extrêmement compliqué. Et comment prouver qu'elle a travaillé elle aussi? Donc la charge de la preuve revient aux enquêteurs. Et donc, enquêteurs de prouver qu'elle n'a pas travaillé. Donc là, ça va être extrêmement compliqué. Mais quoi qu'il arrive, vous l'avez dit, Roselyne, quel que soit le destin de ce dossier, même s'il est clôturé la semaine prochaine, eh bien, le dégât d'image restera. Pourquoi? Parce qu'il y a cette image de probité qui est totalement percutée par, non seulement les émoluments de Madame Fillon, mais le petit bonus qui a été, semble-t-il, accordé aux enfants, l'affaire de la Revue des Deux Mondes qui, elle aussi, a salarié Madame Fillon, tout ceci restera. Il y a déjà des dégâts dans la campagne. Et si elle est mise en examen pour la Revue des Deux Mondes, c'est possible, ça? C'est possible, tout à fait. Il y a une possibilité de présomption d'abus de bien social à travers cette affaire qui est évidemment très embêtante pour le couple Fillon et pour Pénélope Fillon singulièrement. C'est vrai qu'une mise en examen de sa femme, ça vaudrait une mise en examen du candidat, et on voit mal comment le candidat à ce moment-là pourrait tenir. On n'en est pas là parce que l'affaire, à mon avis, l'enquête préliminaire va très vite, ça peut se terminer très vite et se terminer peut-être par un classement sans suite, ce qui serait la meilleure solution pour le candidat. Le problème, c'est que est-ce que la droite va patienter jusqu'à la fin de cette enquête préliminaire? Parce qu'après, il y a la clôture. On voit bien. Il y a la clôture au Conseil constitutionnel c'est une véritable course contre la montre. À partir du 22 février, il y a le dépôt des parrainages pour la qualification pour la présidentielle, et le 17 mars c'est terminé. Donc il y a urgence, et les dégâts politiques, on les voit déjà apparaître dans les sondages. Alors, il y en a un. Il y en a eu 2, donc on voit déjà que François Fillon s'effondre. Évidemment. Davis, parce qu'il était à 23, 24. Le Pen est en tête. Voilà. Le Pen en tête, et Fillon est 3e. Et alors, il y a eu 2 sondages. Non, mais ça, c'est le Elab. Ça, c'est le Elab. Il y a un Sofres lundi où il passe à 21, Macron est juste derrière. Et là, il y a un Elab aujourd'hui qui donne, et cet après-midi, je peux vous le dire, il y en aura un IFOP Paris Match où François Fillon sera encore légèrement devant Macron. Donc pour l'instant, mais on voit bien que le destin de François Fillon, c'est de baisser dans les sondages. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de remonter dans les enquêtes d'opinion. Un mot quand même de la gauche et de Benoît Hamon qui, lui, donc, fait sa tournée des popotes et il va voir pour l'instant le Premier ministre, il a vu Jadot, des Verts, et François Hollande. Est-ce que c'est pas le baiser qui tue pour lui? De toute façon, cette primaire n'a été qu'une série de baisers qui tuent ou de coups de poignard assénés avec le sourire. Ça a été vraiment une série de petits meurtres. Ce qui est certain, c'est que Benoît Hamon, il a un travail de Sisyphe devant lui. Il doit se rabibocher avec les écologistes, avec Jadot, éventuellement essayer de trouver un accord de modus vivendi avec Mélenchon pour éviter Quel accord? Et pour éviter je dirais un accord de quoi? un passage des électeurs de l'un à l'autre. Et puis surtout, le plus embêtant, c'est sa propre famille. Vous l'avez dit, il y a le Premier ministre, il y a le président qui va voir jeudi, il y a les amis de Manuel Valls. Que vont-ils faire? On a vu que toute une partie d'entre eux ont déjà annoncé qu'il ne soutiendra pas et qu'il ne ferait même pas la campagne présidentielle. C'est du jamais vu au PS. Même Ségolène Royal, qui n'emballait pas ses camarades, avait quand même été un tout petit peu plus soutenu, du moins en apparence. Enfin, on n'a jamais vu ça. Que va faire le Marais, vous savez, le cœur du parti?
c'est pas les frondeurs qui ont voté contre Hollande, mais qui sont pas forcément disposés à suivre une ligne très à gauche comme celle d'Hamon. Donc là aussi, lui joue une partie très importante dans les jours qui viennent pour essayer de donner un minimum de semblant d'unité. Je suis d'accord avec vous sur le défi du rassemblement pour Benoît Hamon, qui est extrêmement compliqué. En même temps, Benoît Hamon, il a des atouts. Il est nouveau, et on voit bien que dans cette présidentielle, tout ce qui est nouveau a un peu plus de chance que tout ce qui est ancien. Deuxièmement, il a un programme qui peut séduire et renouveler un peu cet électorat, et notamment sur la gauche. Alors effectivement, il fait une croix un peu, j'allais dire, sur le PS social-libéral, voire social-démocrate, mais on voit bien qu'il y a une possibilité de ringardiser Mélenchon qui est assez forte et qu'on commence à voir dans les sondages où il progresse en gagnant sur la gauche les écolos, les communistes, et puis tout ce qui est France Insoumise version Mélenchon. Donc il a une possibilité peut-être, Benoît Hamon, de monter et de devenir un candidat qui puisse challenger Macron, qui finalement va aussi à un moment se trouver dans la possibilité d'être, à force d'être ni de gauche ni de droite, on ne sait pas trop où il va être. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se retrouve demain pour l'émission politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. Merci, à très vite. À l'affiche, présenté par Louise Dupont. La culture à l'heure française. Musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie, toute l'actualité des festivals, des expositions et des spectacles de l'Hexagone et du monde. À l'affiche, sur France 24 et france24.com. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois l'écrivaine Marie Darrieussecq qui a tenu à nous plonger dans ce décor de théâtre absolument improbable. Ici, au Bouffe du Nord, ce sera l'occasion de rencontrer le décorateur Emmanuel Charles. Et puis, dans l'émission, nous irons au musée d'Appert à la découverte des trésors de l'art africain. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com.